Bonjour à tous, bienvenue sur Temps Long, l'émission politique de Be Smart for Change et Décideur Magazine. Ceux qui connaissent la politique le savent, ceux qui la connaissent un peu moins le pressentent, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que composer un gouvernement, c'est quelque chose de super difficile. C'est une sorte d'expérience chimique, il y a plusieurs ingrédients qu'il faut bien respecter, qu'il faut bien doser, sinon ça explose. Quels sont les ingrédients nécessaires pour former son gouvernement ? D'abord, il faut des gouvernements paritaires. Il faut un mélange de générations, avec des jeunes loups en longue et puis des vieux briscards qui encadrent un peu tout le monde. Il faut aussi, évidemment, représenter tous les partis politiques qui soutiennent le gouvernement, et en plus, à l'intérieur de ces partis politiques, il faut représenter toutes les sensibilités. Il faut aussi des gens qui viennent de toutes les régions de France. Par exemple, le gouvernement de Gabriel Attal avait été critiqué, parce que plus de la moitié de ses membres étaient nés à Paris ou en petite couronne. Et enfin, cerise sur le gâteau si j'ose dire, il faut un mélange de professionnels de la politique et de personnes qui viennent de la société civile. Les personnes de la société civile sont vierges de tout engagement, s'engagent. On a un bel exemple aujourd'hui sur le plateau avec Elisabeth Moreno. Bonjour. Bonjour Lucas Jakubowicz. Alors, vous avez été ministre délégué pendant 2 ans dans le gouvernement de Jean Castex. Je ne veux pas commettre d'impair, je vais vous demander de dire exactement le terme de votre étiquette et de votre portefeuille. Alors j'ai eu la chance et le bonheur de porter le ministère qui était en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, la diversité et l'égalité des chances. Vous veniez du privé et vous êtes arrivé en politique. Oui. Vous avez forcément travaillé avec des professionnels de la politique. Pour vous, quelle est la différence au quotidien entre une personne qui vient de la société civile et un vrai pro de la politique ? Je crois que, et je vais prendre l'exemple qui est le mien, parce que c'est celui que je connais le mieux. Moi, j'ai été dirigeante de grandes entreprises dans la technologie. J'ai été patronne de ma propre entreprise à l'âge de 20 ans. Et malgré les beaux succès que j'ai pu avoir dans le monde de l'entreprise, je n'ai jamais servi 68 millions de personnes. Parce que s'il y a une différence majeure entre le monde de l'entreprise et le monde de la politique, c'est que dans le monde de l'entreprise, vous servez des clients, et dans le monde politique, vous servez des citoyens, vous servez un État, vous servez une nation. Et ça donne une vision sur les responsabilités qui vous incombent, qui sont extrêmement importantes. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour des entreprises internationales où le temps long, c'était un trimestre. Je pense que quand on fait de la politique aujourd'hui, le temps long, ça devrait être des décennies. Et la différence majeure entre, je crois, un chef d'entreprise et un professionnel de la politique, c'est que le professionnel de la politique est là pour durer le plus longtemps possible. Il est là pour porter la voix et les intérêts de son parti, la voix et les intérêts d'un président, d'un ministre, et il est là normalement pour porter la voix d'un pays et construire la réussite de ce pays sur le temps long. Ça n'est pas le cas en entreprise. En même temps, si on regarde et si on est un peu cynique ou réaliste, une personne qui va être cadre supérieur dans un grand groupe du CAC 40 va durer plus longtemps qu'un ministre, surtout en ce moment. Ah ben surtout en ce moment, oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais moi je crois que la politique ne devrait pas être un métier. Je pense que les gens qui font de la politique pendant 10, 20, 30, 40 ans, à un moment donné, vous êtes totalement biaisés. J'entends beaucoup de Français dire que les politiques sont déconnectés de la réalité. Moi qui viens du terrain, qui ai passé toute ma vie sur le terrain dans le monde de l'entreprise. J'ai commencé par la toute petite porte et j'ai monté les échelons les uns après les autres. J'ai pas pris d'ascenseur social. Souvent on me dit mais vous avez pris l'ascenseur social. Non, moi j'ai pas vu l'ascenseur. Je n'ai vu que les marches des escaliers. Je connais toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie parce que je les ai vécues individuellement. Quand vous êtes en politique, vous êtes dans un vase clos. Vous êtes dans un monde qui est différent
du monde du citoyen lambda. Quand j'entends un gamin dans les quartiers populaires qui me dit, à qui je dis, mais tu sais, il faut vraiment que tu ailles voter, tu es en majorité maintenant, tu dois le faire, et qui me dit, mais non, c'est pas mon monde, madame, ça veut dire qu'il y a des personnes aujourd'hui qui estiment qu'il y a un monde politique, qu'il y a un monde de l'entreprise, qu'il y a un monde associatif, alors que tout ça, ça devrait être un cercle vertueux. En fait, c'est totalement en silo et ça ne fonctionne pas. Vous, quand vous êtes arrivé au gouvernement, vous avez remarqué que certains responsables politiques étaient déconnectés de la population, des préoccupations. Ah oui, ah bah oui, évidemment. Mais c'est l'une des choses qui m'a frappée en tout premier lieu. Et je vous parle même pas des gens à qui on va poser la question sur un plateau de télé pour leur dire quel est le prix d'une baguette. C'est pas ça, connaître la vraie vie des Français. Ce sont des gens qui, en restant à Paris 5 jours sur 7, en n'allant pas dans les territoires ultramarins, en n'allant pas dans les quartiers populaires, en n'allant pas dans les zones rurales, pensent savoir ce qui se passe dans ces endroits-là. C'est pas vrai. En fait, parfois, pour pouvoir parler de certaines situations, il faut pouvoir les vivre dans sa chair. Et on a beaucoup de politiques qui sortent des mêmes écoles, qui viennent des mêmes milieux, qui font des barbecues ensemble le week-end, qui partent en vacances ensemble et qui sont dans un vase clos. Et quand vous êtes dans un vase clos, vous ne pouvez pas comprendre forcément ce qui se passe à l'extérieur de ce vase. Et ça, c'est un vrai sujet parce que comment voulez-vous résoudre les problèmes de 68 millions de Français si vous n'en connaissez qu'à peine 20 millions? Alors, deux remarques, une, on va dire, taquine, et une qui est plutôt réaliste. On commence par laquelle? Taquine. Taquine. Vous dites que les responsables politiques professionnels sont déconnectés du peuple, mais en même temps, quand on est un cadre dirigeant dans une grande entreprise, on est aussi quelque part un peu déconnecté. On est souvent soit à Paris, soit dans les grandes métropoles. On ne connaît pas ce qu'on appelle la France périphérique. Alors, vous voyez, moi, quand j'étais PDG de Lenovo, par exemple, les 10 plus gros clients de l'entreprise, je les voyais tout le temps. Pourquoi? Parce que c'était ma manière à moi de rester connectée à ce qui se passait sur le terrain. Parce que ces clients-là me disaient ce qui, parfois mieux que mes équipes, parce que vous savez, les équipes ont parfois tendance à vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Parce qu'ils veulent protéger leur job, parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur tape sur les doigts s'ils apportent de mauvaises nouvelles. C'est pareil en etc. cabinet, d'ailleurs. Et c'est tout à fait pareil en cabinet. Et la meilleure manière pour moi de rester connectée à mon business et au terrain, c'était d'aller moi-même voir ces clients, de les entendre me dire ce qu'on faisait de bien, de ce qu'on faisait de manière ridicule, ce qui ne servait à rien, etc. Mais les clients, c'était qui? C'était les cadres dirigeants ou c'était vraiment les sites de production? Ah non, moi je dis Ou les usagers? Mes clients, c'était les directeurs d'achat, c'était les patrons de sites, c'était les opérations, c'était les personnes qui utilisaient nos produits au quotidien. C'était ça, mes clients. En fait, quand vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui, vos différents types de clients, ce sont vos employés. Parce que vous êtes quand même, on a tendance à l'oublier, mais le rôle d'un dirigeant, c'est de s'assurer de satisfaire à la fois ses employés qui vont représenter son entreprise, de satisfaire les clients parce que si vous n'avez pas de clients, votre entreprise n'existe pas, de satisfaire votre écosystème parce que personne ne réussit seul et que si vous n'avez pas un écosystème qui vient compléter les produits et les services que vous vendez, vous ne pouvez pas réussir. Et c'est tout ça qui fait que vous restez connecté au terrain. Donc oui, parfois, il peut y avoir des chefs d'entreprise qui peuvent être déconnectés de la réalité, mais de l'expérience que j'ai vécue entre le monde de l'entreprise et le monde politique, c'est beaucoup plus facile pour un dirigeant de se raccrocher à la vie réelle. Parce que je peux vous dire que quand vos chiffres tombent de 20 ou 30%, vous avez plutôt intérêt à être connecté à la réalité pour les faire remonter. En politique, le temps de l'élection, le temps du mandat fait tout. Et c'est ça qui est terrible en vérité. Parce que vous ne travaillez qu'avec cette échéance de la prochaine élection. Quand on parlait de la déconnexion aussi de la classe politique, est-ce que vous avez noté une différence entre ceux qui sont vraiment des élus locaux de terrain, qui ont été maires de petites villes, députés, et qui sont devenus ensuite ministres, et ceux qui, en fait, sont entrés en politique au moment où le cumul des mandats n'était plus possible? Ah oui, ça c'est certain. Je me souviens que je suis allée au Congrès national des maires et j'avais passé un moment mais extraordinaire parce que notamment les maires, M-A-I-R-E, sont les personnes qui, au quotidien, vont résoudre les difficultés de leurs concitoyens. C'est un trottoir cassé, on ne va pas aller voir le président de la République. C'est le maire qui va le résoudre. Je me souviens d'un maire avec qui je parlais
des questions de violence conjugale dans les zones rurales, parce que on n'a que 50% de la population française qui vit, non, à peine, on a 30% de la population française qui vit dans les zones rurales, mais 50% des féminicides et des violences les plus dramatiques sont dans les zones rurales, en particulier parce qu'il y a beaucoup d'armes à feu. Eh bien, il me disait, bah, vous savez, quand une femme est victime de violences conjugales dans mon village, c'est moi qu'elle vient voir, parce que je suis son dernier salut, Mmh. parce qu'elle a honte d'en parler autour d'elle et que je suis quelque part un ami de la famille qui va pouvoir aider parfois à résoudre ces problèmes-là. Donc oui, les élus locaux, de mon point de vue en tout cas, ont un rôle fondamental à jouer dans le bon fonctionnement de leur village, de leur ville, et heureusement d'ailleurs qu'ils sont là. Et après, la politique nationale, elle est tout aussi importante. Ce sont juste des rôles et des responsabilités différents. Souvenez-vous de cette enquête qui avait été faite en pleine Covid. Je ne sais plus qui avait posé la question à nos concitoyens. En qui avez-vous confiance C'était le pour... maire. C'était le maire. Et le maire était arrivé en tout premier lieu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, puisqu'on est... ça fait quoi 80 ans que les femmes ont le droit de vote et qu'elles sont devenues éligibles, mais on a encore si peu de femmes qui sont dans les postes d'élus locaux. Et c'est fondamental parce qu'on verrait combien les femmes peuvent, elles aussi, et on le voit déjà pour celles qui sont en responsabilité, nous avons, les femmes et les hommes, des choses à apporter à nos concitoyens. En ce moment, il y a certaines voix qui s'élèvent pour dire en fait il faut arrêter le non-cumul des mandats, ça ne marche pas, ça déconnecte la classe dirigeante. Vous êtes de cet avis alors? Oui, moi je pense qu'au plus proche du terrain vous êtes, au plus proche de vos concitoyens vous êtes, au mieux vous pouvez résoudre leurs difficultés. Alors, on va raisonner un peu en termes managériaux. Vous Ouais. étiez cadre dirigeante, Ouais. vous arrivez dans un ministère. Est-ce que vous avez, c'est un peu du jargon, mais implémenté des méthodes du privé dans un ministère, et si oui, lesquelles? Bah, vous l'imaginez bien. Moi, j'étais vice-présidente du groupe Hewlett-Packard pour un continent de 54 pays le vendredi. Et le lundi, je suis annoncée au gouvernement. À quoi vous vous raccrochez dans ces moments-là, au-delà de vos valeurs, au-delà de ce en quoi vous croyez, à quoi vous vous raccrochez si ce n'est pas à votre expérience passée. Donc évidemment que pour survivre dans ce monde qui est quand même un peu darwinien, j'ai utilisé ce que j'avais appris dans le monde de l'entreprise. Alors, c'était quoi comme hard skills ou soft skills d'ailleurs? Ben, les deux d'ailleurs, il y a les soft skills et les hard skills. La chose la plus importante d'abord, c'est savoir vous entourer. Moi, quand je suis arrivée en politique, je n'avais ni réseau, ni parti. J'étais un oiseau tombé de son nid et j'avais conscience que si je ne constituais pas une équipe de confiance autour de moi, ce serait extrêmement difficile. La deuxième chose, c'est les alliés que vous allez avoir. Parce que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde politique, vous ne pouvez pas porter des réformes importantes, vous ne pouvez pas faire voter des lois importantes si vous n'êtes pas entouré de personnes qui ont les mêmes intérêts que vous. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec des associations qui sont engagées sur les questions d'égalité femmes-hommes, de diversité et d'égalité des chances depuis des années. Les associations féministes ont été extrêmement utiles pour faire passer des lois, notamment la loi sur les quotas, que beaucoup de gens ne voulaient pas voir passer parce que beaucoup pensent que les quotas, c'est aller contre la méritocratie, mais non, ça n'est pas vrai. Les quotas, c'est favoriser la place des femmes dans l'entreprise, là où c'est encore extrêmement difficile. Quand je fais voter la loi pour lutter contre les thérapies de conversion des jeunes personnes LGBT, eh bien, j'ai travaillé avec l'association Rien à guérir, parce que pourquoi ? Si vous ne travaillez pas avec les personnes expertes du sujet dont vous parlez, vous ne pouvez pas trouver les arguments qui vont rassembler plutôt que diviser. Donc, créez votre équipe, trouvez les alliés et avoir une stratégie. C'est fondamental. L'entreprise ne fonctionne qu'avec, une fois que vous avez votre vision, il faut que vous construisiez avec votre COMEX, avec votre CODIR, la stratégie qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Et la politique aussi, sauf que ça n'est pas la même stratégie. Moi, j'étais convaincue en arrivant en politique que le gouvernement, c'est une équipe soudée
au service d'une cause commune. On parle d'ailleurs de l'équipe gouvernementale et Et on depuis une parle, dizaine d'années, il y a un terme qui revient souvent, c'est le séminaire gouvernemental. Et ça, c'est exactement, vraiment issu du du champ monde de lexical l'entreprise. du monde de l'entreprise. Ouais. Eh bien, que n'a été ma surprise quand j'ai constaté que le terme équipe gouvernementale, en fait, est un terme complètement biaisé. Il n'y a pas d'équipe gouvernementale. Il y a des femmes et des hommes qui vont représenter des intérêts parfois divergents au sein même d'un gouvernement. Mais dans le codir d'un Et grand groupe aussi. attention, moi, quand j'étais patronne de mon entreprise, il y avait une chose qui était fondamentale pour que quelqu'un réussisse dans l'entreprise. Il fallait que l'entreprise réussisse. Vous ne pouvez pas, si vous êtes directeur financier, directrice commerciale, vous êtes patron des ressources humaines, vous êtes président de l'entreprise, pour que tout le monde réussisse et que tout le monde grandisse, il faut que l'entreprise grandisse. En politique, pour que vous réussissiez, il faut parfois que votre collègue tombe. Hmm. C'est schizophrénique. Moi, j'avais pas, venant du monde de l'entreprise, alors il y a beaucoup de politique dans le monde de l'entreprise, ne nous trompons pas. Je ne suis pas en train de dire, je ne fais pas d'angélisme et je sais les rapports de force et les rapports de pouvoir qu'il peut y avoir dans le monde de l'entreprise. Il n'en est pas moins que la seule manière pour que tout le monde réussisse dans l'entreprise, c'est que l'entreprise elle-même réussisse. En politique, parfois, pour que vous réussissiez, il faut que vos collègues tombent. Les collègues qui sont dans le même groupe. Quand vous que dites, vous. je suis arrivé en politique et j'ai dû constituer une équipe, est-ce que vous avez pris des gens à vous ou est-ce qu'on vous a imposé des profils un peu politiques qui vous ont dit ça c'est tel élément de langage qu'il faut dire, c'est telle posture qu'il faut avoir? On m'a recommandé des personnes, d'autres personnes se sont recommandées elles-mêmes. Ouais. Mais la grande difficulté que j'ai rencontrée, c'est que lorsque je suis arrivée au gouvernement, je suis arrivée à la faveur d'un remaniement et les meilleurs avaient déjà été choisis. Et donc, il a fallu que j'aille chercher des personnes, soit qui avaient quitté la politique, soit des personnes qui n'avaient pas trouvé le job de leur rêve. Et dans ce cas-là, c'est pas facile parce que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Et je trouve ça regrettable parce que du coup, vous avez à l'intérieur d'un cabinet des luttes fratricides pour savoir qui va tirer son épingle du jeu lors d'un potentiel futur remaniement. Ça, vous avez Et connu ça, bien sûr que j'ai connu ce ça. qui n'était pas le cas dans le privé. Ah ben non. Moi, mon équipe, mes équipes, parce que j'ai eu plusieurs équipes, que ce soit chez HP, que ce soit chez Dell, que ce soit chez Lenovo, les équipes avançaient toutes dans la même direction, même s'il pouvait y avoir des mésententes, mais l'objectif commun était là. Et dans Il ce était cas-là, présent. est-ce que vous avez fait une sorte de team building pour mettre les choses à plat, dire écoutez, on va tous tirer dans la même direction? Bien Vous sûr. êtes, entre guillemets, laissé manger par des profils politiques? Un peu des deux, parce que quand je suis arrivée, je n'avais pas d'expérience en politique. Donc j'étais obligée de regarder les autres faire et je devais composer avec les conseils que l'on me donnait. Mais même à ce niveau-là, vous vous rendez compte que les conseils qui vous sont donnés ne sont pas toujours dans votre intérêt. Ils sont parfois dans les intérêts de certaines personnes qui servent les intérêts d'autres personnes. Mais tout cela, vous ne le découvrez qu'après coup. C'est Game of Thrones. C'est Games of Thrones. C'est exactement ça. Et c'est un jeu d'échecs, c'est un jeu de rapport de force, de rapport de pouvoir, de manipulation, d'influence auquel je n'étais pas forcément habituée dans le monde de l'entreprise, puisque moi, mon Et ça seul objectif... ça prend du temps de travail en plus. Ah, mais ça prend une énergie colossale. C'est-à-dire que l'énergie qui est dépensée dans les luttes politiques, c'est autant d'énergie que vous ne mettez pas au service de nos concitoyens. Entre guillemets, si on fait une comparaison, quelle est la pire perte de temps? C'est les réunionites en entreprise ou c'est faire de la politique politicienne quand on est ministre? Je dirais que l'un et l'autre sont aussi délétères. Et je dirais que les réunionites aiguës qui peuvent exister dans le monde de l'entreprise sont probablement moins dangereuses que la politique politicienne. Pourquoi ?
quand vous faites des réunionites aiguës, ça n'impacte que l'efficacité de votre Mm. entreprise, vos chiffres, vos performances, vos résultats. Quand vous passez plus de temps et d'énergie à faire de la politique politicienne qu'à vous occuper des concitoyens, ça donne le résultat que nous vivons aujourd'hui. J'ai eu la chance de discuter avec des personnes qui viennent du secteur privé et qui sont arrivées en politique, qui peuvent être au centre, à gauche, à droite. Ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit, il y a quelque chose qui m'a fait péter un plomb. C'est la première fois que quelqu'un arrive, me donne une feuille et me dit, ça, c'est les éléments de langage que vous allez devoir dire. Est-ce que vous avez été aussi confronté à ces éléments de langage, trucs vraiment horribles qu'on est obligé de recracher, et comment on réagit face à ça? Ça a été l'un de mes plus gros défis. Parce que, voyez-vous, moi, quand je suis rentrée en politique, j'ai pas changé, enfin, je n'ai pas changé la personne que j'étais. Je suis arrivée, et d'ailleurs, je pense qu'on est venu me chercher pour les convictions qui étaient les miennes, pour les engagements qui sont les miens depuis que je suis à l'université, pour ce que je pouvais porter et apporter, justement, avec mon expérience du monde de l'entreprise, de la société civile, du monde associatif, etc. Et à peine vous avez passé le Rubicon qu'on veut vous transformer en quelque chose que vous n'êtes pas. Mm. Et moi, je suis quelqu'un d'assez spontané dans mes prises de parole. J'incarne ce que je dis. Je ne dis pas les choses parce qu'il faut les dire. Je les dis parce que j'y crois. Et quand on vous met un papier sur la table et qu'on vous dit « voilà ce qu'il va falloir que vous disiez », et parfois des choses auxquelles vous ne comprenez rien d'ailleurs, hein. Mais comme on a le temps de rien en politique et que tout va très 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 vite, eh ben vous êtes obligé de vous adapter à ce qu'on vous propose. Donc ça, pour moi, ça a été l'une des choses les plus difficiles. Et vous savez quoi? Je pense que l'une des raisons pour lesquelles les gens se désintéressent de plus en plus de la politique, c'est que ces éléments de langage, à force de prudence, parce que ce sont des éléments de langage qui vous protègent, qui protègent le gouvernement, qui protègent un parti, parce qu'il ne faut rien dire qui déborde ou qui dépasse, parce que les réseaux sociaux font que aujourd'hui tout est dénaturé. Et donc il ne faut trouver que des phrases qui, quitte à ce qu'elles ne veulent rien dire, mais il ne faut utiliser que des éléments de langage qui ne fâchent personne et qui ne se retournent pas contre nous. Mm. Et c'est terrible. Moi, je l'ai vécu personnellement. J'ai porté des messages que je trouvais extrêmement importants, mais comme je les ai vécus, et ça vous tombe dessus parce que, évidemment, l'opposition va le prendre, le distordre et le transformer pour vous faire dire des choses que vous n'avez pas dites. Donc, les éléments de langage sont à la fois nécessaires parce que sinon, vous créez des bad buzz en permanence et on ne s'intéresse pas à la profondeur des sujets que vous défendez. Et en même temps, ils sont délétères parce qu'ils vous empêchent de dire ce qui doit être dit. Je crois que c'est Camus qui disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui en politique. Alors, il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent du secteur privé, ou en tout cas qui ont des postes à responsabilité dans les entreprises, qui se disent, moi, en fait, j'aimerais bien m'engager. Mais après, quand c'est fini, parce que par nature, c'est éphémère, est-ce que l'engagement politique n'est pas un handicap à la reconversion? Alors d'abord, j'encourage chaleureusement ces personnes-là à s'engager en politique. Parce qu'on a besoin. On a besoin des gens qui viennent de la société civile pour apporter un regard différent. Je pense que quand le président de la République a eu cette idée en 2017, elle était nécessaire et utile. Bon, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui sont restés. D'ailleurs, ce serait intéressant qu'on se pose la question de savoir pourquoi. Pourquoi, de toutes les personnes issues de la société civile, on ne se retrouve finalement qu'avec des barons de la politique. Ce serait intéressant de se poser la question. Et ensuite, vous savez, moi j'ai quitté une position extrêmement confortable que j'ai mis des années à construire à la force du poignet. Et je l'ai quittée parce que j'avais envie de servir mon pays, parce que j'avais envie de servir des causes qui me tenaient à cœur, parce que j'avais envie de rendre possible ce qui était souhaitable. Le problème, c'est qu'on sait quand on arrive, mais on ne sait jamais quand on repart. L'autre problème, c'est que vous n'avez aucune couverture, aucune. Vous avez, quand vous quittez le gouvernement, vous avez 3 mois d'accompagnement, mais 3 mois,
qu'est-ce que c'est que 3 mois? Je n'avais jamais été au chômage de ma vie, Mmh. jamais. Et du jour au lendemain, alors que pendant 2 ans, j'ai travaillé quasiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, du jour au lendemain, vous n'avez plus rien. Et est-ce que je regrette? Non. Je ne regrette absolument pas parce que c'est probablement la plus belle mission de toute ma vie. Mais Est-ce que en termes professionnellement, c'est vraiment, dur? voilà, est-ce que finalement c'est une ligne en plus à son CV? Est-ce que c'est valorisé? Ou est-ce que c'est partir avec une épine en pied de Les s'engager? 2. Les 2. Parce que les gens, beaucoup de personnes sont admiratives du fait que vous ayez été ministre, parce qu'ils savent combien c'est dur. Moi, je suis sortie du gouvernement en me disant, maintenant, je peux tout faire. Vu ce que j'ai Mmh. vécu, je pense que je peux tout faire. Parce que c'est extrêmement difficile et que ça demande énormément de résilience, de courage, de travail, etc., etc. Vous n'avez pas... Alors, certains politiques malins préparent leur sortie. Moi, j'ai mis tellement d'énergie à faire tout ce que je pouvais faire au gouvernement que je n'ai pas pensé à préparer ma sortie. Mmh. Donc, vous vous retrouvez du jour au lendemain sans boulot. Et j'avais cette conversation avec ma sœur et je lui disais, elle me dit, mais qu'est-ce que ça change pour toi? Je lui dis, en fait, à chaque fois que j'ai changé de job dans le privé, il n'y avait que mes amis et ma famille qui étaient au courant et qui me demandaient des nouvelles. Là, vous avez des journalistes qui vous demandent ce que vous allez faire. Vous avez des Mmh. personnes qui ne vous connaissent pas, qui vous envoient des messages pour vous dire « Et alors, qu'est-ce que vous faites maintenant ?» Et ça vous met une pression Mais incroyable. est-ce qu'il y a aussi des chasseurs de tête qui disent écoutez, votre profil nous intéresse? Il y a une curiosité qui est parfois saine et parfois malsaine. Moi, je me souviens d'une anecdote. Comme je viens du monde de l'entreprise et que j'ai une expérience assez développée, je vais voir les 4 plus grands cabinets de la place de Paris, mais que je connaissais d'avant. Hein. Et je me souviens d'une conversation que j'ai avec l'un de ces chasseurs de tête et je lui dis, écoutez, j'ai pas forcément envie de retourner travailler tout de suite dans un grand groupe. Je vais prendre quelques mandats administratifs et utiliser cette expérience que j'ai gagnée dans mes 30 ans d'expérience dans la vie de l'entreprise et mes 2 ans dans la politique publique pour accompagner le développement de certaines entreprises. Et je me souviens, mais ça m'a tellement frappée, il me dit oui, mais ça va être difficile, Madame Moreno, parce que vous n'avez jamais été dans un conseil d'administration. Oh, les bras m'en sont tombés. Et je lui ai répondu, mais je n'avais jamais non plus été ministre, je n'avais jamais été vice-présidente, je n'avais jamais été directrice générale. Parce que, en fait, les chasseurs de tête ont tellement de préjugés, de biais et de stéréotypes qu'ils ne voient pas plus loin que, j'ai presque envie de dire, le bout de leur nez. Alors, pour Je crois que répondre vous à êtes votre entré question... chez Sanofi. Oui, mais certainement pas par un chasseur de tête. Mais d'ailleurs, de toute ma carrière, parce que j'ai un profil tellement atypique, je suis issue de l'immigration, d'un milieu défavorisé, j'ai grandi dans les cités de l'Essonne. Aucun chasseur de tête, à part Stéphane Chabert, ne s'est dit un jour que je pouvais avoir une bonne intelligence et la capacité de diriger une entreprise. Parfois, il faut des gens un peu audacieux qui voient un peu plus loin que juste ce qui est écrit sur votre CV ou ce à quoi vous ressemblez pour vous donner votre chance. Donc je m'en arrête là, juste pour vous dire que est-ce que ça aide d'avoir été ministre? Oui et non. Parce que des personnes se disent que ça peut leur ouvrir les portes des politiques publiques et d'autres vont se dire oh là 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 là, je n'ai certainement pas envie de m'encombrer de quelqu'un qui a été en politique. Il nous reste quelques secondes. Quel message vous voudriez passer à un jeune cadre dirigeant qui aimerait s'engager en politique mais qui hésite? Allez-y. Allez-y. Parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de vos talents, on a besoin de vos compétences, on a besoin de vos manières de voir le monde. Et soyez prêts à apprendre. Arrivez avec humilité, apprenez et apportez à la politique ce dont elle a besoin parce que notre pays a besoin de vous. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Elisabeth Moreno. Merci de votre invitation.